Une nouvelle particule découverte au CERN, est-ce que c'est vraiment important? Une de plus, on en a déjà tellement. Mais celle-ci est très particulière parce qu'elle explique en fait l'unification des interactions fondamentales. Elle était attendue de longue date et je crois que c'est en fonction de ce rôle qu'il faut en parler. C'est pour ça que nous devons revenir en quelques mots sur ce que sont les interactions fondamentales. La mieux connue d'entre elles, c'est l'électromagnétisme, qui est responsable de l'électricité qui arrive dans nos maisons, des ondes radio, de la lumière. En particulier, imaginons ici une étoile lointaine, elle est peut-être à 1 milliard d'années-lumière, elle émet un photon, et ce photon, nous allons le détecter ici, quelque part sur Terre, il y a un observateur qui va le détecter. Alors ça, c'est le prototype de l'interaction fondamentale. Vous avez un diagramme qu'on appelle diagramme Feynman, peu importe. Et nous avons une particule qui est le vecteur qui porte l'interaction entre la source, l'étoile, et l'observateur ici. Et cette interaction est à très longue portée. Ça se traduit par le fait que la masse du photon est égale simplement à 0. Ce sont des particules de masse nulle qui peuvent se propager sur des distances considérables. J'ai dit étoile et j'ai dit observateur, mais j'aurais pu dire au sein d'un atome un proton et un électron, parce que le photon est aussi ce qui lie l'électron au proton dans l'atome, et ça vous montre aussi l'universalité des interactions fondamentales. Alors ça, c'est l'interaction électromagnétique que nous connaissons bien. Un autre type d'interaction fondamentale qui est beaucoup plus discrète, c'est l'interaction faible. Je reprends l'image d'un noyau atomique. Cette fois-ci, au lieu de prendre un proton, je prends un neutron. Le neutron peut se transformer en proton par l'intermédiaire d'une particule qui est le boson W, qui est aussi le vecteur de l'interaction, et nous aurons un diagramme similaire ici. Je n'entre pas dans les détails. Alors, la grande différence de cette interaction-ci, c'est qu'elle est beaucoup plus faible d'une part, et aussi qu'elle est à très courte portée. Donc, nous n'avons jamais pu résoudre on n'a jamais pu voir la propagation de cette particule, nous n'avons jamais pu la résoudre. Et tout ça est associé au fait que la masse de la particule intermédiaire qui transmet l'interaction faible est, elle, de l'ordre de 80 fois la masse du proton, c'est-à-dire en termes de particules, c'est une masse énorme. D'ailleurs, ça veut dire qu'on a dû attendre les années 1980 pour la découvrir au CERN. Donc cette particule a une masse très différente des interactions faibles, des interactions électromagnétiques. Aussi, bon, l'interaction faible, on peut se dire, mais si on ne la détecte pas, quelle est son importance? Rappelons-nous quand même que c'est elle qui fait fonctionner en bonne partie le Soleil et qui nous fournit son énergie. Donc, nous avons ces deux types d'interactions. D'après le graphisme ici, il est très tentant de les unifier, et il y a ce petit détail qu'elles diffèrent complètement au niveau de la masse. Alors là, c'est le coup de génie dans les années 60 de physiciens comme François Englert et Robert Brout et Peter Higgs, à peu près simultanément, de dire, mais en fait, ces deux interactions qui ont l'air si différentes, c'est un peu la même chose. Ils ont fait ça de façon beaucoup plus générale, mais de dire que des interactions peuvent être tout à fait symétriques, similaires, et puis que ces petites différences liées à la masse proviennent d'une brisure de la symétrie entre ces différentes interactions. Alors pour ça, imaginons un instant une espèce d'espace où on aurait ici toutes les interactions possibles, le W, le photon et ainsi de suite. Et l'idée, c'est qu'au départ, disons quand l'univers était très chaud, cet espace était symétrique entre les diverses interactions. Alors comment imaginer ça? Par la suite, l'univers se refroidissant, une direction privilégiée était choisie, une des interactions, le photon, est resté sans masse et les autres ont acquis une masse. Alors comment peut-on imaginer un peu cette brisure de symétrie? Prenons par exemple ici une craie que je vais mettre debout. Si je la lâche, elle a toutes les chances de tomber. Pourtant, le problème est entièrement symétrique. Il n'y a aucune direction privilégiée dans laquelle elle devrait tomber. Et puis, au bout d'un certain temps, elle tombe. Et au moment où elle tombe, bien, évidemment, il y a une direction qui était privilégiée. La solution choisie ici est moins symétrique que le problème initial. C'est ce que nous appelons une brisure spontanée de symétrie, lorsqu'on a une solution d'un problème qui est moins symétrique que la position initiale du problème. Alors, pour effectivement réaliser cette brisure de symétrie,
entre les interactions, les diverses interactions fondamentales, j'ai dû prendre ici un objet, une craie. Dans le cas de l'approche de Braut-Engler et Higgs, eh bien, la craie, c'est une quantité de matière supplémentaire qu'il a fallu ajouter à la théorie, c'est le boson scalaire ou boson de Braut-Engler-Higgs. Alors jusqu'ici, cette particule, qui est aussi l'interaction faible, nous n'avions pas pu la voir. Elle vient d'être observée au CERN avec toutes les propriétés compatibles avec toutes les propriétés qui étaient prédites, et c'est donc pour ça que nous avons une consécration, non pas par la découverte d'une quelconque nouvelle particule, mais par un peu la clé de voûte de l'unification entre diverses forces d'interaction, c'est-à-dire notre compréhension des interactions fondamentales. Alors, dernier petit point, en quoi la brisure de symétrie, la présence du boson scalaire, est-il responsable de la masse? Bon, tout d'abord, oublions un canard qui dit que le boson scalaire est responsable de la masse de toutes les particules. Ce n'est pas vrai. Si c'était le cas, s'il n'y avait que le boson scalaire qui donne de la masse aux particules, je pèserais moins de 2 kg, ce qui n'est manifestement pas le cas. Donc, il est responsable de la masse de l'électron, mais d'une toute petite partie de la masse du proton, mais entièrement de la différence de masse entre photon et W. Alors, imaginons par exemple que cette quantité de matière qu'est le boson scalaire soit représentée par une espèce de forêt, de bois. Ça, c'est un bois peuplé de cette particule. Lorsqu'un photon passe à travers, il peut passer librement, il n'interagit pas directement avec cette particule. Lorsqu'un W doit passer à travers, eh bien, le W, lui, va interagir avec chacune de ces particules, sa trajectoire ne sera pas droite, et donc sa vitesse moyenne sera plus faible, et à énergie égale, une vitesse plus faible, ça veut dire une masse plus importante. Et c'est donc ainsi que la particule scalaire, le boson scalaire, ou boson qu'on pourrait appeler boson de Braut-Engler-Higgs, mais je préfère boson scalaire, donne une différenciation entre deux formes d'interaction fondamentale. Alors, c'est très important pour la suite parce que ça permet une unification complète de toutes les interactions que nous connaissons, à l'exception de la gravité pour le moment, et ça ouvre la voie vers aussi pas mal de découvertes, aussi vers toutes les applications en cosmologie observationnelle pour comprendre d'où vient notre univers.